les choses changent pratiquement de minute en minute. Hein. Les choses changent, mais une chose a l'air stable, c'est que Netanyahou est indétrônable. Bonjour Michael Blum. Bonjour Olivier. Je suppose que la nuit a été courte pour Très vous courte. aussi. Et comme nous tous, vous avez suivi donc avec intérêt les résultats, l'évolution des résultats, puisqu'on en parlera sans doute avec Richard dans quelques instants, et puis avec vous un peu plus tard. Il y a eu beaucoup d'évolution dans ces résultats, et on va dire que pour le moment, les choses changent pratiquement de minute en minute. Hein. Les choses changent, mais une chose a l'air stable, c'est que Netanyahou est indétrônable. Voilà. Il est le premier parti de très loin avec une grande avance par rapport à Yesh Atid. Et c'est déjà une victoire pour Netanyahou. Ça reste donc le grand parti, le parti du Likoud. Et on va dire aussi bonjour à notre commentateur politique de Studio Kelita, Richard Darmon. Bonjour. Bonjour et shalom. Merci Richard d'être avec nous ce matin. Je suppose que pour vous aussi, la nuit a été courte. Alors, vos premiers, on va dire, commentaires, observations des résultats qu'on connaît, qu'on a donnés déjà dans le journal de ces élections pour la 24e Knesset. Écoutez, d'abord, c'est vrai que tout est précaire, tout évolue, mais à l'heure qu'il est, on peut préciser 2-3 points. Tout d'abord, il y a quand même, avec la chute du parti bleu et blanc qui a réussi à sauver, contre toute attente, entre 7 et 8 députés, alors qu'on le donnait il y a quelques jours comme étant sur la sellette pour passer le seuil d'éligibilité. Il y a quand même on doit noter que ce parti était le premier parti du pays lors du dernier scrutin et qu'il a fait une chute, une plongée abyssale, en passant de 34 députés à 7 ou 8. C'était quand même à noter parce que ça confirme que c'est pas évident de monter un parti centriste qui dure en Israël. Et donc, si on constate ce premier point, on s'aperçoit qu'à part le Likoud, donc évidemment reste le premier parti et de loin fort du pays, et le maintien justement du projet de Lapid avec Yesh Atid qui a réussi à stabiliser entre 18 et 19 sièges à l'heure qu'il est, eh bien il y a, à part ces deux partis-là, il y a un émiettement considérable et j'allais dire une série de météorites de partis qui sont à entre 7 et 10 sièges. Et ça, c'est une première constatation, c'est que c'est compliqué. La scène politique israélienne était pulvérisée, comme nous l'avions dit, par la fin de la bipolarisation droite-gauche. C'est un premier point. Deuxième point, cela confirme non seulement la prééminence du Likoud, mais la capacité de Netanyahou à être à la fois un casseur, j'allais dire, de parti et un faiseur de parti. Casseur de parti parce que, le parti bleu et blanc, qui était presque son rival et même qui lui a mené la vie dure au sein du gouvernement, aujourd'hui ne compte plus et ne compte plus dans le sens où si c'est Netanyahou qui forme le gouvernement, le parti bleu et blanc ne pourra pas longtemps survivre, d'après moi, dans l'opposition. C'est pas un parti de lobbying à la Knesset et donc il a pu réussir, donc Netanyahou aussi, à casser le parti bleu et blanc. Comme on s'entend, le Likoud avait réussi à éliminer d'autres partis centristes, même si le fait est que Lapid a la vie dure, mais c'est une autre question. Alors, il est casseur de partis, mais il est aussi faiseur de partis, puisque dans une stratégie assez habile et risquée, il a aussi promu évidemment le parti sioniste de Smotrich, qui fait un très bon score, et puis aussi, car rien n'est joué avec la liste arabe, alors qu'il est le parti RAM de Mansour. On ne sait toujours pas s'il a passé le seuil d'éligibilité ou non encore. Il est à 3 et quelques pourcents, alors que le seuil est à 3,25%. Et Mansour Abbas lui-même a dit que ses électeurs sont allés voter tard, etc. Donc tout ce qui était tous les sondages les fourchettes. Donc il faut attendre un peu là. Ces votes. Et donc on risque d'avoir la surprise du jour, c'est que si il passe le seuil d'éligibilité, ça va un petit peu compliquer les choses. Dernière remarque sur un pied, parce que tout cela est précaire, comme je le disais, c'est que maintenant, si on fait un zoom arrière, au lieu de regarder au microscope des résultats qui évoluent toutes les 10 minutes,
Et même si on a les résultats tels qu'on les commande dans les grands médias, il faut quand même voir avec un zoom arrière le rapport de force. Vous disiez que la bipolarisation partidaire, partisane, droite-gauche, n'est plus la même. Mais en ce qui concerne l'électorat, tout de même, si on additionne les scores des partis dont l'électorat vote à droite et ceux qui sont à gauche, aujourd'hui, c'est un chiffre assez stupéfiant, mais c'est comme ça, et on en avait parlé déjà dans notre chronique préalable, c'est que la droite, si on compte le bloc de Bibi qui est entre 61 et 62, 63 aujourd'hui avec Yamina, bien entendu, et aussi l'électorat de Sarr, qui n'est pas un électorat de gauche, tant s'en faut, c'est-à-dire c'est un dissident du Likoud, et qu'on y ajoute un électorat à tort ou à raison d'Israël Betenu, qui est OK libéral, mais qui est sur les options sécuritaires un vote extrêmement marqué à droite. On a une grande majorité de droite. Un chiffre. Oui, on obtient 75 députés sur 120 qui représentent un électorat de droite, alors que la gauche, avec les 7 travaillistes, les 5 de Meretz, auxquels j'ajoute, si vous voulez, les 8 du Parti bleu et blanc, qui est quand même de centre très gauche, ça fait 20, c'est-à-dire que vraiment, avec le parti centriste de 19 de Lapid, mais disons le rapport de force droite-gauche, donc on a mis un peu de côté parce que tout est éparpillé maintenant, il existe au niveau de l'électorat avec, je répète, 75 disons députés potentiels, mais qui ne sont pas députés de parti, puisqu'Israël Betenu n'ira jamais former un gouvernement avec Netanyahou, mais en tout cas au niveau de l'électorat, ça veut dire que l'Israël, son électorat reste très ancré à droite, et pas seulement au centre. Je voudrais qu'on dise un mot des blocs, justement, un peu, Richard, et qu'on parle un peu donc de ces 2 blocs et de la possibilité, en tout cas, pour Benyamin Netanyahou de former une coalition. Comme vous l'avez dit, selon les chiffres, pour le moment, il a, en tout cas sur le papier, la possibilité de former une courte coalition de 61 ou 62, peut-être voire 63 voix. Mais est-ce que pour renforcer justement cette coalition, ce gouvernement, est-ce que Benyamin Netanyahou pourrait faire appel à ce qu'on appelle des déserteurs, des personnes, des députés qui quitteraient leur formation pour rejoindre le Likoud ou pour rejoindre la coalition de droite? Sur le papier, c'est toujours possible, mais je vois très mal dans quelconque des 5 ou 6 députés de Nouvel Espoir, Tikva Hadasha de Sarr, revenir vers le Likoud, puisque tous sont quasiment des dissidents du Likoud, donc ça un aller-retour de ce genre me paraît peu probable. Peut-être une personnalité sur 5 ou 6, mais ce serait vraiment surprenant. Il n'est pas exclu, par contre, que si Mansour Abbas, je dirais, passe le seuil d'éligibilité, là, ce sera un appoint important pour un gouvernement de Netanyahou. Mais si vous voulez, il va falloir attendre parce que, en fait, il y a 450 000 voix, 450 000 électeurs des urnes qui vont être comptées à la fin. Ça peut modifier le rapport de force, par exemple, peut-être au profit d'Yamina, avec un siège de plus. Et tout ça est très fragile. Le fait est que, de toute manière, même entre 61 et 63 députés, peut-être 64, 5 s'il y a des ralliements, il semblerait que, en toute logique, si les résultats que nous avons en main se confirment, que oui, Netanyahou va pouvoir former un gouvernement. Mais le problème, c'est que par rapport aux défis, et surtout aux défis économiques, financiers, budgétaires, sans parler des défis sécuritaires, parce qu'il a quand même les coups des franches avec ce que j'ai dit sur le rapport de l'électorat droite-gauche, mais former un gouvernement avec 2-3 voix de majorité, c'est pas de bon augure compte tenu des décisions importantes qu'il va falloir prendre, et ça risque de fragiliser le nouveau gouvernement. Alors pour terminer très rapidement, Richard, vous ne voyez pas une cinquième élection très prochainement? Écoutez, on danse sur un pied et on valse d'un pied sur l'autre depuis cette nuit. Déjà, les résultats qu'on a sur 70% des urnes aujourd'hui, à l'heure qu'il est, sont différents tout de même, pas énormément, mais sont quand même déjà différents de ceux donnés par les 3 estimations des 3 chaînes principales de télévision israéliennes. Il y a donc et il se peut que dans les heures et les jours qui viennent et jusqu'à vendredi, quand on publiera sans doute les résultats définitifs,
eh bien, la photo, comme on dit en hébreu, soit changée, mais dans le sens où, enfin, on pourrait résumer comme ça, il sera plus ou moins difficile à Netanyahou, plus ou moins facile pour lui de former un gouvernement, à moins que, aux surprises, car tout est possible dans ce pays, tout d'un coup, il y ait une montée du bloc autour de Lapid, ce qui compliquera encore plus les choses. Donc, comme dirait un proverbe bien français de l'intérieur du pays, guère plus, mais pas moins. Donc, vous voyez, on est dans une photo pas du tout claire, Voilà. Même avec des grandes tendances qui vont s'éclaircir. Et il faudra attendre un peu pour que cette photo s'éclaircisse. Et visiblement, on devra attendre après la fête de Pessah pour avoir un peu plus de précision justement sur de la manière dont cette nouvelle coalition sera formée. En tout cas, on se retrouvera bien entendu pour en parler, Richard. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité. Alors, Michael, on va maintenant continuer à parler un peu de ces résultats. D'abord, vous nous avez parlé du Likoud, qui reste donc le parti fort de ces élections. Et qu'est-ce qui vous a, on va dire, surpris? Quelle était la surprise pour vous de ces résultats? Il y a deux surprises. Enfin, en fait, il y a beaucoup de surprises. On pourrait rentrer dans les détails, mais on va faire en gros rapidement. Alors, la première surprise, c'est Benny Gantz, que tout le monde donnait perdant. Et certains sondages le donnaient, le créditaient de 4 à 5 sièges. Là, il est à 8 sièges, donc c'est pas une défaite totale. Richard expliquait que c'est une défaite pour le parti bleu-blanc, mais finalement, il s'en sort pas trop mal, puisque Lapid et lui étaient ensemble, et finalement, il y a un an. Et lui, avec cette union avec Netanyahou, aurait dû lui coûter cher. Et finalement, il reste un acteur important sur la scène politique israélienne. Un acteur, est-ce que il avait rejoint Binyamin Netanyahou, même s'il avait fait une campagne justement contre Binyamin Netanyahou et avait promis de ne pas s'asseoir dans un gouvernement avec Binyamin Netanyahou. Est-ce que c'est un scénario qu'on pourrait imaginer de revoir Benny Gantz et Binyamin Netanyahou dans le même gouvernement? Non, il n'y a aucune chance que Gantz se rejoigne à nouveau une coalition. Il a dit à plusieurs reprises, il soutiendra n'importe qui, sauf Netanyahou, donc il n'y a aucune chance. L'autre surprise, évidemment, Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar qui a débuté une campagne à la création de son parti, Nouvel Espoir, avec beaucoup d'espoir, justement. Espoirs qui se sont envolés cette nuit, puisque Gideon Sa'ar, finalement, ne devient plus un acteur essentiel de la formation d'une coalition, avec 5-6 sièges. Gideon Sa'ar, donc vous l'avez dit, des déserteurs de Likoud majoritairement, donc des voix de droite, mais des voix de droite qui n'iront pas avec Netanyahou. En tout cas, c'est ce que Gideon Sa'ar a promis. Et pour l'instant, il est dans le camp des anti-Bibi, on va dire. Alors, dans le camp aussi des anti-Bibi, c'est toutes les formations de gauche. Et là, on va dire qu'il y a un certain éveil par rapport aux élections pour la 23e Knesset, puisque on en parlait avant de préparer cette émission. Le parti travailliste Emeretz avait réalisé, et aussi avec Gesher, c'est-à-dire qu'il y a un an, les trois partis réunis avaient 6 sièges. Donc 5 seulement pour Avoda et Meretz unis. Et là, séparés, ils obtiennent 14 sièges. Donc l'union ne fait pas la force. Et c'est aussi une surprise. C'est-à-dire que l'arrivée de Merav Michaeli à la tête du Parti travailliste a redonné du souffle à ce parti qui était en train de disparaître. On se rappelle qu'il y a quelques mois, les sondages prévoyaient la disparition du Parti travailliste. Et là, Merav Michaeli s'en sort. L'autre, pour reprendre cet adage que l'union ne fait pas la force, on voit aussi à la droite de Netanyahou, le Yamina et le nouveau parti de Smotrich, la Tzionut Hadatit, sionisme religieux, qui, unis ensemble sous diverses formes lors des 3 dernières élections, atteignaient 5, 6, 7 sièges, mais n'arrivaient pas à dépasser ce seuil et finalement à devenir un partenaire utile pour Netanyahou. Cette fois-ci, c'est 13 à 14 sièges. Et donc, pour Netanyahou, si, évidemment, Naftali Bennett le rejoint, c'est le partenaire essentiel et le premier partenaire quasiment enfin, ces deux partis ensemble
auront nécessairement, si Netanyahou forme une coalition avec eux, un poids très important dans le prochain gouvernement, ce qui nous permet de rappeler que cette fois-ci, cette séparation des deux partis a permis à Itamar Ben-Gvir... Alors, c'est ce que je voulais qu'on parle, dont on parle maintenant, puisque c'est vrai que Itamar Ben-Gvir, alors c'est la première fois qu'il rentre à la Knesset. Itamar Ben-Gvir, c'est la première fois qu'il rentre. Les représentants de Otzma Yehudit, il y a déjà eu dans le temps, dans le cadre d'une autre alliance, Michael Ben-Ari, qui était rentré, qui entre-temps a été invalidé par la commission électorale. Et c'est donc la première fois qu'ils rentrent. Ils se sont présentés plusieurs fois. Ils ont frôlé le seuil d'éligibilité lors des dernières élections. Cette fois-ci, il est numéro 3 de la liste de Bezalel Smotrich, qui à un moment aussi, cette liste, on se demandait si elle allait oui ou non entrer à la Knesset. Mais là, ils obtiennent selon 7 sièges. Et donc 7 sièges, et ça fait aussi rentrer dans cette coalition, en tout cas à la Knesset. Peut-être c'est un peu trop tôt de parler de coalition, mais en tout cas à la Knesset, il y a un représentant du parti Noam, qui est donc un parti homophobe. Oui, un parti orthodoxe nationaliste. C'est-à-dire que Bezalel Smotrich s'est tourné vers des partenaires que Naftali Bennett ne voulait pas au sein d'Yamina, avec le soutien silencieux, mais le soutien de Netanyahou, sachant qu'il pourrait ainsi récolter des voix qui ne rentraient pas toutes seules à la Knesset, des voix de droite. Donc Noam, un tout petit parti qui, lui, ne s'est jamais présenté, a annoncé se présenter chaque fois, et ne s'est pas présenté. Le numéro 6 de la liste de Bezalel Smotrich, donc va normalement entrer à la Knesset, donc avec un programme très radical. Et en fait, c'est un problème pour Netanyahou, parce que Netanyahou, à partir du moment où il forme une coalition avec ces gens-là, la voix de Ben-Gvir ou de Avi Maoz de Noam pourrait faire tomber sa coalition si sa coalition est trop... Et si c'est le 61e voix, alors ce sera un problème pour lui, parce qu'à chaque pas qu'il fait, et on sait que Netanyahou aime bien être au centre aussi, et ne pas être trop à droite, pour ratisser large, et cette fois-ci pour être mis en difficulté. Vous connaissez bien de quelle manière Israël est perçu dans le reste du monde, et je suppose que c'est le fait que ces partis, ces petites formations, même s'il s'agit vraiment de petites formations, qui vont rentrer à la Knesset et peut-être aussi dans la coalition, c'est pas très bon pour les public relations d'Israël. C'est sûr que pour l'image d'Israël, l'image de Itamar Ben-Gvir, on en a déjà parlé dans les médias à l'étranger, lors des 3 dernières élections. C'est une image d'un homme qui est héritier de la pensée du rabbin Kahana, donc raciste et homophobe. Mais précisons que Itamar Ben-Gvir, hier soir, lors de sa première déclaration, après les... Il s'est adouci, on va dire, un peu. Voilà, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec tout ce que le rabbin Kahana disait. Il sent qu'il a besoin, pour rentrer dans la coalition avec Netanyahou, ce qu'il veut être la 61e voix, il l'a répété pendant toute la campagne, il a besoin d'être légèrement plus modéré que ces discours, voilà, alors pour la petite histoire, on racontait, en fait, je suppose que c'est vrai que la famille Ben-Gvir avait le portrait de Baruch Goldstein, celui qui a réalisé le massacre à la Maharat Marpella, dans son salon, et on raconte maintenant je crois que c'est son épouse qui l'a raconté, qu'ils ont enlevé le portrait du salon. Oui, en fait, la question de savoir est-ce que c'est un partenaire légitime alors qu'il a dans son salon la photo d'un homme qui a tué 29 musulmans en prière en 1994, vous l'avez rappelé à Hebron. La question n'est pas en fait de savoir quelle photo il a dans le salon. On se rappelle que Ahmed Tibi avait la photo d'Yasser Arafat dans son bureau à la Knesset. La question est de savoir sous quelles conditions Itamar Ben-Gvir et les autres partenaires potentiels de Netanyahou, quelles seront leurs conditions pour entrer dans une coalition. Alors, dans les minutes qui nous restent, je voudrais, Mickaël, qu'on fasse peut-être ensemble un petit point sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, la prochaine grande, on va dire, étape, au grand rendez-vous, ça va être l'annonce officielle des résultats de ces élections. Ça devrait se passer dans quelques heures, quelques jours. Voilà, alors Richard l'a rappelé, c'est important de rappeler qu'il y a ce qu'on appelle les enveloppes doubles, c'est-à-dire les enveloppes des gens qui ont voté à l'étranger, les diplomates, les malades aussi, les prisonniers et les soldats. Ça met plus de temps à dépouiller, on parle de dizaines, de centaines de milliers de voix parfois, on ne sait pas exactement le chiffre encore. En général, les diplomates, comme on dit hier, votent plus à gauche et les soldats plus à droite. Voilà, ça rajoute en général, ça fait baisser des voix aux listes arabes et aux listes ultra-orthodoxes et au parti Haredi, mais ça rajoute des voix aux grands partis sionistes. En général, Yamina peut en bénéficier. Cette fois, peut-être Benny Gantz, d'ailleurs, va en bénéficier encore. Donc, les résultats officiels, normalement, seront donnés le 31 mars
donc dans 6 jours, au président Reuven Rivlin, qui lui a 7 jours pour recevoir les représentants des partis et entendre leurs recommandations sur un Premier ministre. Il peut décider avant les 7 jours de nommer un candidat pour former une coalition, mais il a jusqu'au 7 avril. Le 7 avril, il est obligé de donner à celui qui a le plus de recommandations des partis élus la possibilité de former un gouvernement. Après, ce candidat a 28 jours, renouvelable de 14 jours encore, pour former une coalition. Et on le sait, puisque c'est déjà arrivé avec Benny Gantz et Netanyahou. On arrive déjà presque au début du mois de mai, déjà, là. Hein. Voilà, oui. Si le candidat désigné, donc on a dit le 7 avril, arrive en moins d'un mois, en moins de 28 jours à former une coalition, on est donc début mai avec un gouvernement qu'on espère tous stable et pour 4 ans et pas pour voilà, c'est ce qu'on souhaite, parce que aller aux élections tous les ans ou tous les 6 mois, c'est un peu compliqué. Oui, 4 élections en 2 ans, c'est sûr que ça fait beaucoup. Et ça aussi, ça donne aussi, vous parlez de l'image d'Israël à l'étranger, ça fait quand même un pays qui n'est pas stable. Et après un an de crise Corona, on a besoin de stabilité. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un sujet qu'il faudrait, je pense, analyser. C'est le taux de participation qui a été très, très, très faible cette fois-ci. Oui, il y a lié sans doute au fait. Bien sûr, les gens se lassent.